Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai Alex qui est invité sur ma chaîne YouTube. On a déjà interagi plusieurs fois sur ma chaîne ainsi que sur la tienne. Oui. Mais pour les nouveaux abonnés, pourrais-tu te présenter Bonjour à tous. succinctement? Bonjour à tous. Donc Alexandre Vinal qui est plus connu sous le nom de Alex de CoinTips. Donc moi j'ai vraiment pour faire très très simple, j'ai un parcours un petit peu chaotique d'un point de vue scolaire, mais j'ai quand même tant bien que mal réussi à finir avec un bac plus 5 en informatique. Je me suis ensuite très vite tourné vers les cryptos de manière assez précoce dès 2013-2014, voilà, j'ai un peu tout testé. J'ai fait du mining, on a fait de l'investissement, du buy and hold, du trading. Enfin bref, voilà, j'ai essayé beaucoup de choses, on va dire, depuis le temps en crypto. J'ai vécu l'effondrement de Mt. Gox. Par chance, je n'étais pas dessus, moi j'étais sur Bitstamp. J'ai vécu donc la phase ICO 2016-2017. Très très magnifique, franchement, si on pouvait revivre un moment comme ça, honnêtement, je Énorme. suis preneur. Et c'est là où j'ai gagné un petit peu d'argent, mais je n'avais pas non plus suffisamment l'expérience, les connaissances et même les outils pour pouvoir vraiment profiter comme un malade de cette phase-là. Donc j'ai gagné, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais ça m'a quand même permis de me dire qu'il y avait quand même du potentiel, il y avait des trucs à faire. Phase de bear market, j'en ai profité pour commencer un petit peu à créer ma chaîne, qui a été créée en décembre 2017, je crois. Vraiment, en fait, ouais, sur tout le haut de la bulle. Mais c'était plutôt une coïncidence pour le coup, pas parce que j'étais absolument pas persuadé que c'était la fin, tu vois, pour le coup. Donc j'ai lancé ma chaîne et 2018-2019, c'est là où j'ai commencé un petit peu à partager quand même pas mal de choses et même à proposer après des formations pour essayer un petit peu de. Voilà, je me suis dit, bah tiens, j'ai quand même réussi à faire un bon coup. J'avais quand même pas mal étudié de choses. J'ai étudié toute la partie technique du Bitcoin en premier pour vraiment comprendre La technologie. la technologie, pour comprendre pourquoi il y avait un engouement derrière. Pas juste se jeter en fait dessus comme ça sans rien comprendre. Et après, j'ai lu beaucoup de choses plus par rapport à l'investissement, etc. Et je n'ai cessé d'évoluer, de me former, de tout le temps apprendre, 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 que ce soit sur les crypto-monnaies, mais aussi maintenant sur tout un tas d'autres types d'actifs, marché actions, marché obligataire, immobilier, sans que je devienne un expert dans le domaine, mais suffisamment de connaissances pour être capable de gérer un patrimoine que j'avais réussi à bien faire grossir, qui a encore grossi bien sûr avec la phase de hausse de 2020-2021, où je pense qu'on est beaucoup à avoir gagné quand même beaucoup d'argent, surtout les anciens qui étaient déjà présents Déjà depuis positionné. 2017-2018, déjà positionnés, déjà vécu une première phase de grosses bulles, de grosses hype. Voilà, c'était quand même un peu plus facile, même si ça ne l'est jamais vraiment. Ça reste toujours nouveau. Et puis voilà, donc dans les cryptos, en tout cas, on continue toujours de façon à apprendre. Pareil sur toutes les autres classes d'actifs. J'ai beaucoup diversifié aujourd'hui mon patrimoine. J'ai continué à développer ensuite la partie YouTube et la partie business qui tourne derrière YouTube avec les formations. Aujourd'hui, voilà, je propose toujours une formation unique avec une sorte de. C'est pas qu'une formation, c'est un groupe complet. Elle est orientée débutant. Ouais, c'est orienté forcément débutant et après on parle quand même de choses un peu plus techniques. Enfin, il y a différents niveaux. Il y a une évolution assez Ouais, significative ouais, ouais. quand même Après, on va dans le vraiment aller parcours. traiter quand même des sujets, même pas forcément que crypto, parce que pour moi, dès lors qu'on veut commencer à se constituer un patrimoine, on ne peut pas juste parler crypto, tu vois. Tout à fait. Donc après, on aborde juste en quelques vidéos l'immobilier, le marché action, les stratégies classiques, etc. Bon, le but, c'est vraiment de donner envie, mais c'est pas non plus un truc, voilà, où on va tout savoir, quoi. Faut pas non plus abuser, mais le but, c'est vraiment de donner une première bonne base de départ avec une communauté, et même moi, je partage tout. Tu vois, dans mon groupe privé, dans mon Discord privé, je partage absolument tout ce que je fais, les conneries que je fais, les bonnes choses que je fais, en toute transparence, parce que je pense que ça peut aider. Juste de comprendre ce que je fais, pas pour qu'on me copie aveuglément, mais juste pour qu'on comprenne un petit peu ce que je fais. Et si on est d'accord avec moi, qu'on fasse pareil que moi. Et si on n'est pas d'accord, tant mieux. Et qu'on fasse d'une manière différente. Mais voilà, en tout cas, ce qui compte, c'est de faire, quoi. J'ai envie de dire, c'est de faire et d'apprendre, quoi. Super. Merci Alex pour cette présentation bien détaillée de toi.
Il y a aussi une newsletter dans mon souvenir. Oui, qui fait aussi partie justement de tout le package. On envoie également une newsletter à peu près toutes les 2 à 3 semaines. Il y en a une gratuite à laquelle vous pouvez également vous inscrire et ensuite une premium qui est un peu plus détaillée pour le coup pour les membres. Il n'y a rien à perdre, il y a une gratuite. Vous verrez que c'est du pertinent. Alex, moi je te connais quasiment depuis la jeunesse de ta chaîne YouTube. On avait déjà interagi à l'époque un peu en commentaire et puis on avait échangé en MP. Et c'est une chaîne, voilà, Alex c'est un peu le couteau suisse de la crypto. Hein. Il y a de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale. Maintenant tu es aussi orienté marché-action. Il y a vraiment pas mal d'informations et toujours objectif. Hein. Donc Alex c'est quelqu'un d'assez objectif qui ne va pas forcément pointer quelque chose qui peut l'intéresser financièrement. Non, le but, ouais, non, clairement, parce que si c'est le cas, il y aurait tellement il y a tellement de choses à faire dans ce monde et j'ai eu tellement d'opportunités qui m'ont été proposées entre les partenariats et toutes ces conneries, l'affiliation, mais l'affiliation mauvaise, tu vois, dans le sens où tu sais que le projet est pourri, il y a la tu sais que c'est un Ponzi parce que les récompenses de l'affiliation sont énormes et poussent au maximum justement à être mises en avant. Vous savez qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a des chaînes qui ne vivent que de ça. Tu vois. À l'époque, souviens-toi, on était, je pense, 4 ou 5 youtubeurs. Ouais. On était vraiment très peu. Et je pense qu'il n'en reste que un, si je peux le citer, c'est Asher, qui est encore là depuis le temps. Oui, clairement. Pour le reste, ils ont tous disparu ou ils se sont orientés vers d'autres business, d'autres secteurs plutôt. Donc, moi aussi, hein, je suis arrivé comme toi. Hein, en même temps, C'était fin décembre 2017, début janvier, au pire moment. Mais voilà, on y croit, on est là, pas juste pour les prix, on est là pour la tech aussi, on est là pour suivre ce marché où on n'a pas le temps de se reposer. En parlant de repos, 2022, c'était pas forcément l'année sabbatique. C'est vrai qu'on va dire qu'une phase de bear market, on pourrait se dire c'est bon, c'est le repos parce que tout se casse la gueule, on n'a plus rien à faire. Mais ça a été une année plutôt sportive où il fallait survivre en fait, tu vois. C'est vraiment, 2022, je pense que ça a été pire que 2018. Parce que 2018, le citron, il a été pressé, mais c'est resté correct, je pense, par rapport à une phase baissière. C'était encore léger si je dois 2018, je crois qu'en termes de faillite, il y a peut-être eu des grosses plateformes de shitcoin comme Cryptopia ou des conneries comme ça, mais c'est pas allé plus loin, tu vois. Il n'y a pas eu de, en tout cas, il n'y a pas eu de crainte de se dire on va perdre son pognon. L'USDT, il puait déjà. On va dire qu'à l'époque, ça puait déjà. On parlait déjà en fait de la fin de l'USDT en 2017. Hein, mais il ne s'est jamais rien passé. Ouais, non, l'USDT, on était dessus. Hein. Souviens-toi, il y avait quand même beaucoup de contenu à partager sur le derrière des rideaux de l'entreprise. On ne savait rien à l'époque. Même le collatéral, on ne savait même pas ce qu'il y avait derrière. On savait que c'était un stablecoin apparemment. Bon, c'était le seul en plus. Donc on n'avait pas trop le choix, tu vois. Pas forcément la personne qui t'inspirait le plus confiance dans le secteur crypto. Clairement. Et il est toujours vivant, il n'a pas des pegs cette année. Pas cette année, effectivement. Il a eu des phases où il a des pegs, mais cette année, il a été incroyablement résilient, ce qui est assez fou. Franchement, je n'aurais pas misé dessus. Après, Tether, c'est quand même le token stable qui a le plus de volume. Il y a aussi un intérêt pour tout l'écosystème, pour tous les investisseurs de le maintenir en vie, même si derrière c'est pas forcément super. Moi je pense qu'ils ont gagné en crédibilité, mais à mon avis ça devait sentir très mauvais il y a quelques années de cela. Je pense que si on savait ce qu'ils ont fait, à mon avis… Et ça a été ajusté. Et je pense qu'au fur et à mesure… Mais comme FTX en fait, tu vois, genre FTX aurait pu tenir. Exactement. Il n'y aurait pas eu une crise de liquidité où tout le monde retire ses fonds. Ça aurait pu tenir et peut-être que si le régulateur avait vu ce qu'il faisait, ils auraient pu essayer justement d'arranger les choses au fur et à mesure et ça se trouve au final… On n'aurait rien vu passer. Ouais, mais je suis sûr que comme plein d'autres projets ou de plateformes qui ont fait plein de choses très, très borderline à une époque où personne ne vérifiait ce qu'ils faisaient et où ils ont dû un petit peu shifter vers un truc un peu plus clean, tu vois. Est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher ? Bon, on peut un petit peu quand même, mais bon. Mais ce qui compte, c'est l'intérêt des investisseurs, c'est de ne pas perdre son argent. Et la FTX, si on aurait pu bricoler pour que ça reste en vie pendant 100 ans, forcément, on n'aurait pas dit non avec tous les dommages collatéraux qu'il y a eu suite à cette affaire.
effectivement, ouais, on aurait préféré qu'il y ait une aide et qu'on ne voit rien La aujourd'hui, Fed. quoi. La Fed, par exemple. On garantit vos dépôts, c'est bon les gars. Malheureusement, ils n'en ont rien à foutre des cryptos. Ils sont pas forcément pour. Et Clairement. du coup, 2022, voilà, c'était pas le repos Non. du guerrier, hein, pour toi, pour nous, Non, clairement. au pluriel. Comment tu l'as vécu, toi? Je sais que tu n'étais pas forcément exposé Moi, je l'ai. à tous ces drames, mais En toute honnêteté, je l'ai bien vécu jusqu'aux événements FTX. Parce que même l'événement Celsius, ça honnêtement, on l'a vu venir à des kilomètres. Moi, Celsius, ça faisait belle lurette que j'avais dit honnêtement, ça commence à puer. Il y avait énormément d'infos sur l'équipe, sur Machinsky, etc., qui sentaient quand même pas super bon. Leurs produits n'évoluaient même plus. Enfin bref, il y avait énormément de signes. Donc par rapport à ça, moi j'avais quand même prévenu vraiment, j'ai envie de dire limite tout le monde, tu vois, que Celsius, vraiment, il fallait faire gaffe. Et quand c'est arrivé, franchement, j'ai pas été surpris. Mais les choses ont commencé à déraper à partir effectivement de la fin de l'année avec FTX, où là, moi j'étais clairement exposé, j'avais quand même pas mal de pognon chez eux. Et là, on s'est dit, waouh, effectivement, en fait, le marché est toujours extrêmement fragile. Et même les plus gros acteurs, en tout cas qu'on estime être assez costauds et tout, en un claquement de doigts, ils peuvent disparaître en l'espace de 2 jours. Tu vois, tu as 2-3 jours, tu as une petite panique. Et au final, ils n'ont tellement pas de liquidité que, bon, ben, au final, voilà, la crise de liquidité classique qui peut faire tomber, en fait, en vrai, ça peut faire tomber n'importe qui. Le fait d'avoir une crise de liquidité, tu vois, c'est pas forcément, ça ne veut pas dire que le business était mal fait. Parce qu'en vrai, tout le monde place l'argent sur des actifs qui vont être plus ou moins liquides. Après, il faut le gérer avec la pondération, avoir quand même une certaine partie qui est suffisamment liquide pour pouvoir la récupérer. Les banques, c'est exactement pareil. Si demain, on veut retirer 5% des dépôts, je peux t'assurer que ce sera impossible. Donc, tu vois, on ne peut pas forcément trop le… C'est pas vraiment ça le problème. Mais le problème, c'est que ça a mis sous les projecteurs tout un tas d'autres merdes qu'on n'aurait pas forcément su si on n'avait pas eu cet événement-là. L'effet domino. C'est ça, c'est l'effet domino classique où au final, le business aurait pu être nickel, propre. On n'aurait pas eu grand-chose pour le coup à dire. Bon, au final, ce n'était pas le cas. C'était même loin d'être le cas, quoi. C'est ça. Et je ne sais pas pour toi, mais de mon côté, il y a eu une grande remise en question, même si on a toujours été un peu parano dans ce marché. Je sais que voilà, pour un trader, ce n'est pas évident d'éviter les exchanges centralisés. Mais 2023, du coup, avec tous les événements de 2022, est-ce qu'aujourd'hui, être exposé à plus de 50% par exemple dans le marché des cryptos, tu penses que c'est raisonnable? Comment tu vois les choses? Perso, j'avais déjà commencé en début d'année 2022 de fortement réduire mon exposition quand j'avais vu un petit peu toute la merde qu'il y avait avec la DeFi. Parce que tu vois, en 2020, j'avais pas mal de pognon dans la DeFi, dans les pools de liquidité, sur tout ce qui touche au projet, sur les différentes blockchains, que ce soit la BSC, Ethereum, sur Solana, etc. Tu vois, enfin… pour aller gratter du rendement qui parfois était assez élevé. Mais je me suis dit, avec toutes les merdes qu'il y a eu, moi j'ai subi des hacks où j'ai perdu parfois des grosses sommes. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment perdu parce que c'était que de la plus-value, tu vois. Mais en tout cas, c'est un manque à gagner, tu vois. Et je me suis totalement dérisqué dès que ça a commencé à péter, tu vois. Et dès que Celsius a commencé à péter, là, je me suis dit, pour moi, il y aura peut-être un effet domino. Et là, j'ai drastiquement réduit toute mon exposition. J'avais encore gardé juste un truc sur FTX parce que je partais du principe que c'était assez fiable et on pouvait gratter pareil 6-7% de rendement sur du stablecoin. Mais par contre, depuis FTX, pour moi, j'ai plus de CeFi, plus de DeFi et plateforme régulée uniquement. C'est par exemple sur Kraken. Sur Kraken, bon, malheureusement, je n'ai pas forcément accès à beaucoup d'autres plateformes, donc aussi sur Binance. Genre Coinbase, on n'y a pas accès. Et en fait, en vrai, après, tu as quoi? Tu as Bitstamp, enfin bref, tu vois, tu as les plateformes européennes, mais beaucoup moins liquide. Franchement, ouais, c'est pas liquide Jack Kraken, c'est pas la folie. C'est déjà mais bon, ça dépend de la stratégie. Après, ça peut le faire, tu vois. Mais pour moi, en tout cas, ouais, ça a été réduction du risque et j'ai surtout vu des opportunités sur les autres marchés. Le marché action, je me suis dit, c'est bon, on va enfin avoir une fenêtre pour pouvoir rentrer. Parce que jusqu'à présent, je n'étais pas vraiment rentré parce que pour moi, c'était tellement cher, tellement haut. Je me suis dit, franchement, c'est pas possible que j'entre. On a eu des beaux creux ici. Donc, j'étais rentré sur l'or en 2019, pour le coup. Et je me suis dit, waouh, marché obligataire, il va se faire défoncer. Mais tu vois, à partir de fin d'année 2022,
On a commencé à taper mes premiers objectifs, on a tapé les 4 ou 5% sur les taux à court terme. Là, j'ai commencé à rentrer sur les obligations. J'ai commencé à acheter également quelques actions. J'ai pris du Meta quand il s'est fait défoncer. Ok. Je me rappelle encore, il y avait des mecs qui se moquaient de Aux Zuckerberg. alentours de 100, 120 Ouais, ouais. ou un peu sous les 100 s'il est Ouais, tombé à 80. les 100, ouais. 100, 100, Ouais, ouais, 100. c'est- Mais on est déjà bien plus aujourd'hui. Hein. je me rappelle encore, tu vois, les gens, même sur les réseaux, ils se moquaient de Zuckerberg, tu vois. Ouais, pourtant, Et là, c'était le signal, c'était le Bah point oui. bas, tu vois. Bien vu, bien vu. Bah, les Comme réseaux sociaux, Enfin, ça. après, j'avais une autre cartouche qui était à 80. Ah, celle-là, je ne l'ai pas eu, tu vois. Mais bon, Ouais. toujours pareil, on essaye d'aller choper un niveau. C'est pas Mais évident d'aller bien chercher le sûr plus bas ou aller vendre au plus haut. C'est pas un exercice facile. Mais pour l'instant, après, bon voilà, je reste encore très léger hein, sur le marché action. Par contre, je suis full exposé sur le marché obligataire, sur les métaux précieux et en devises, forcément. Ok. Et Devises. crypto, la devise dollar, franc suisse, Dollar, grosso modo. franc suisse. Oui, le franc suisse Franc suisse, honnêtement, moi, il fait que monter. Hein. il a montré sa force. Hein. Par rapport au dollar, honnêtement, Énorme. même quand le dollar il a eu sa grosse hausse, Il n'avait pas souffert autant Non, que il a l'euro. stabilisé. Et le reste, il est resté stable effectivement, ouais. enfin, par rapport à l'euro qui a carrément perdu j'allais dire son peg, non, pas son peg, Ça peut arriver aussi. sa parité, tu vois. Mais marché action, moi je reste très patient et immobilier pareil. Pour moi, immobilier, il faut attendre. Il faut attendre que ça diminue. Même sur les cryptos, on a appris à être patient, même si tout va vite. En vrai, il faut quand même être très patient, tu vois. En 2022, il fallait rien faire. Donc une année complète où il faut rien faire, déjà, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Il faut avoir de la réserve, Ouais. sans rentrer dans les détails, Donc, franchement, et de la ouais. patience et surtout se déconnecter. Ou sinon, c'est tentant hein, de continuer à tous les jours checker les nouveautés. Tu as envie. C'est fatigant, ça Ouais. épuise. En fait, 2022, ça a quand même été une année plus de repos, même si ça a été un peu mouvementé sur la fin. Mais par rapport à 2020 ou 2021, c'était n'importe quoi. Ça part dans tous les sens, tu as des nouveaux projets tous les jours, tu as limite des nouvelles blockchains tous les jours. Enfin, tu vois, et tu passais ton temps à migrer d'une dApps à une autre pour aller chercher toujours plus de rendement. Enfin, c'était tous les jours, tu passais ton temps sur ton ledger pour aller faire des signatures et tu payais 20 balles de frais de réseau sur Ethereum, tu vois. Enfin, clairement, c'était la phase de hausse, tu vois. Mais ça fait du bien d'avoir des phases quand même de baisse mais il faut apprendre à se déconnecter. Il faut, il y a plusieurs saisons dans le marché du Bitcoin, mais pas que celui-là. Et chaque saison a son importance. Et ça a un sens aussi qu'il y ait un bear market. Ce serait impensable d'imaginer que ça ne ferait que Clairement. monter. Moi, j'étais fatigué à la fin de l'année 2021. J'étais fatigué en fait de voir l'optimisme des gens et qui étaient tout le temps là à croire que ça allait toujours aller plus haut et que ça allait jamais s'arrêter. Moi, ça me fatiguait à force, tu vois. Et vraiment, je me disais, putain, mais vivement que ça se casse la gueule et que ça calme un petit peu les gens. Même si ça peut parfois être, peut-être que certains vont être surpris de ce que je dis, mais honnêtement, pour moi, c'était pas du tout cohérent, tu vois. Il n'y avait plus aucune rationalité, quoi. On crée des projets sur du vent, on générait du rendement sur du vent, et tout le monde trouvait ça normal. Tu vois tu penses, j'imagine, à tout ce qui était earn. Ah ouais, non, mais c'était insupportable. Et les gens, ils étaient Ce là. qu'on pouvait gagner en sortant de chez soi avec une application Mais sur du 15-20 stablecoin, minutes. tu étais à 50% de rendement. Mais what the fuck? Ça peut pas continuer. Et je on voyais le des savait gens, que c'était Et éphémère. il y avait des gens qui pensaient que ça allait durer, donc ils se sont dit c'est bon, j'ai gagné 300 ou 400 000 balles, je les mets en stablecoin sur des J'ai poules vu des calculs, des sur des projections. poules de DeFi, voilà, dans 5 ans je suis multimillionnaire. Mais sérieux Non. quoi. C'est vrai que c'est fatigant et puis il y a tout et n'importe quoi qui décolle. On a des shitcoins puissance 10 qui font prendre de la valeur due à un tweet d'un grand clairement, monsieur. Enfin, il faut passer par les bear markets. Ouais. Pour ceux qui arrivent, c'est un peu dur à entendre, Clairement. mais quand on a vécu plusieurs cycles, au final, c'est un cycle plutôt, je veux dire, attendu pour les investisseurs. Ça nous permet aussi de voir les projets qui vont tenir. Parce qu'on Exact. a eu des gros projets en 2017 où tous les projecteurs étaient braqués dessus. C'est l'avenir, il faut investir. Souviens-toi d'IOTA, Ah oui, de oui, oui. Neo, tous ces Shares. projets-là où pour tout le monde, ça n'allait jamais disparaître du Cardano. top 10. Cardano. On l'attend encore. Ah ben aujourd'hui, on a ces mêmes réflexions avec des projets actuellement dans le top 20 Ouais. et c'est intéressant de voir qui tient la route
qui disparaît du top 20, ça nous permet de se dire, tiens, je sais que je ne vais pas me positionner sur celui-là, même s'il a été divisé par 20, par 40, c'est pas une affaire de l'achat. C'est pas pour autant que c'est forcément intéressant. Voilà. Après, la seule différence par rapport au projet de 2017, c'est que on a quand même des projets où il y a un minimum de concret. Tu vois, tu prends toutes les Layer 1 comme Solana, Avalanche, NIR, Cosmos, etc. Il y a un début d'écosystème qui s'est créé, alors que nous, à l'époque de Neo, il y avait strictement rien. Il y avait un logo et un white paper. Il y avait un token, il y avait un token, on spéculait dessus, mais tu n'avais rien dessus, on ne pouvait rien faire avec. Hein. Tu vois. Donc ça, c'est la seule différence. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Je ne pense pas. Ça va être de plus en plus sélectif, et puis il y a la régulation, hein, que vous savez tous, qui arrive à grands pas, et notamment en France. Donc ça va être de plus en plus compliqué pour les projets crypto existants, et surtout ceux qui voudront pénétrer dans le marché. Par contre, je pense que ça va être effectivement un peu plus dur maintenant pour n'importe qui de commencer à rentrer, parce qu'il y a quand même des gros qui s'installent. Exactement. Tu vois, et notamment l'Ether. Enfin, Ethereum, je trouve qu'en termes d'évolution, c'est flagrant. En termes de résilience, en 2018, il s'est fait éclater. Il s'est fait massacrer à moins 90%, voire même plus. Énorme. Et là, il n'a quasiment pas perdu plus que le Bitcoin, tu vois. Là, il a exactement, à quelques détails près, le même comportement technique que le Bitcoin. Et du coup, aujourd'hui, on a même beaucoup à dire qu'il y a Bitcoin, Ethereum et les cryptos. Exact. C'est plus le Bitcoin et les cryptos. Ouais. Et ça, on l'a vu, quand le Bitcoin perd 2%, l'Ethereum il perd 2-3% et le reste perd 20-40%. Ça montre clairement le comportement des investisseurs, et le fait que maintenant, c'est plus juste un petit jouet spéculatif. Il y a quand même des trucs derrière, et là, il y a un vrai écosystème. Des entreprises, il y a des vraies entreprises, des gros mastodontes maintenant de la DeFi qui n'ont jamais connu de problème de sécurité. Alors, bon, ça peut toujours arriver, mais en tout cas, tu vois, des gros projets comme Aave, comme… moi, j'ai même été impressionné par Uniswap. Je ne sais pas si tu te rappelles des DEX en 2018, mais c'était inutilisable. Non, mais vraiment, ça me faisait penser à Cryptopia ou à d'autres exchanges. Enfin, il n'y avait rien de fonctionnel. Tu ne savais même pas comment passer un ordre. C'était un enfer pour passer un ordre. Il fallait… non, c'était un enfer. En plus, tu n'avais aucune liquidité. Donc, même avec 100 balles… Non, c'est vrai. Et là, aujourd'hui, tu peux swapper des millions. Énorme. Des millions, tu n'as quasiment aucun spread. Je veux dire, c'est bien foutu. Franchement, alors il faut quand même faire un peu attention, ça reste de la DeFi, tu vois. Après, c'est sécure, tu te connectes avec ton wallet. Non, mais au niveau des swaps, il peut toujours y avoir des petits problèmes parfois qui sont, comme c'est arrivé là, tu vois. Je ne sais pas si tu avais vu l'histoire du mec qui a panic sell sur l'USDC. Ah ouais, c'est triste. Ah, ça c'est horrible. Et qui s'est retrouvé avec peanuts, tu vois. Et de l'autre côté de l'autre côté, il y a un mec qui effectivement a réussi. Après, peut-être que c'est un… Bon, je ne sais pas creuser exactement, mais tu vois qu'il y a encore des… C'est pas parfait, et surtout, il n'y aura aucune garantie derrière. Ah non, mais si ça foire, là, effectivement. On est responsable, tu vois. On est responsable, il faut absolument faire confiance en la tech, parce que sinon… voilà. C'est ça. Pour parler un peu des fondamentaux du Bitcoin, l'année prochaine, plus ou moins dans un an, je pense qu'on a le halving du Bitcoin. On n'a pas encore une date précise, si je me trompe. Bon, souvent c'est pricé à l'avance ou un petit peu après. La dernière fois, ça a été pricé après. Ouais. Tu en penses quoi? Tu penses que ça va driver le Bitcoin? Est-ce qu'on va rester dans cette dynamique de fond haussière qu'on a depuis le creux des CSK et pricer le halving avant? Tu en penses quoi là-dessus? Quel est ton avis? On va sortir la boule de cristal. Non, mais bon, déjà le halving en tant que tel, pour moi, c'est un non-sens et un non-événement, dans le sens où c'est un événement qui est planifié déjà. Donc ça veut dire que de l'anticipation, tu peux anticiper 3 ans à l'avance, si tu veux, le halving, tu vois. On sait exactement, on sait au numéro de bloc près, on n'a pas une date ultra précise, mais quand même à quelques jours près, on sait que ça va arriver, tu vois. Et on sait que toutes les 4 années, il y aura le halving. Donc déjà, en termes d'anticipation, en général, quand on a un truc qui est aussi clair sur une échéance de temps aussi longue, tu vois, je sais pas. Autant vouloir anticiper sur les marchés actions. On essaye d'anticiper les revenus futurs des entreprises. Ça fait que bouger, tu vois. Mais le Bitcoin, ça, on sait que ce sera divisé par 2 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de… La récompense de minage. Qu'on atteigne les 21 millions. Après, psychologiquement, peut-être que ça impacte.
ça impacte au niveau de la création de Bitcoin. Donc là, ce sera directement en corrélation avec les mineurs qui, eux, vont récupérer les Bitcoins qui sont minés et qui peuvent faire une pression vendeuse supplémentaire ou pas sur le marché. Tu vois, c'est plus ça qui peut faire un impact en fait réel. Tu vois, forcément, les mineurs auront de moins en moins de Bitcoin. Mais la question est de savoir, est-ce que en termes de valeur de l'art, ce sera pareil, ce sera plus ou moins que maintenant, tu vois? C'est ça. Il y a un prix qu'on peut trouver sur un site internet qui donne un visuel sur le prix réel du Bitcoin par rapport le coût de minage. au minage, voilà, au coût du minage. Après, effectivement, on peut anticiper 1-2 halving à l'avance, mais souvent dans la psychologie de ce marché-là, ce que j'ai vu, c'est que c'est entre 3 mois à l'avance, 3 à 6 mois à l'avance ou 3 à 6 mois plus tard qu'on a vraiment un mouvement du Bitcoin assez important Ouais, c'est vrai. Qui, peut-être c'est une coïncidence, est lié au halving. C'est vrai. Et non, mais ça c'est clair. Après, on sait que les mineurs, ils ont un impact assez fort au niveau du marché. Tu vois, quand le Bitcoin est sous le prix le coût de revient, quoi, en gros le coût de minage, on sait que forcément la pression vendeuse va forcément être moins forte. Parce que les mineurs, bon, sauf si vraiment ils n'ont pas le choix, mais ils n'ont aucun intérêt à vendre à perte. Et c'est souvent ça les signes de bas de marché, quoi. On est tellement bas au final que tu n'as plus de vendeurs. Après, quand les mineurs sont plus rentables, ils se déportent ailleurs. On l'a vu à plusieurs reprises. Ouais, mais ça a ses limites après, tu vois. Ils peuvent pas non plus à vitam aeternam bouger. Ouais. Surtout que maintenant. En fait, dans les faits, ils ne bougent pas. Enfin, si, ils bougent. Ah, ici, quand ils ont bougé de Chine, ils sont barrés. Ouais, non, mais chez nous, ils se de Chine, effectivement. Mais après, on peut aussi avoir des mineurs qui enlèvent la prise et d'autres qui la mettent plus loin. Oui, non, mais d'accord, ok. Pour les petits, je veux dire. Mais bien pour sûr. les gros, effectivement. Oui, non, mais moi, je parle que des gros parce que c'est eux qui impactent au final, tu vois. Mais là, au final, alors ils subissent un petit peu toute la pression écolo parce que c'est une cible facile, tu vois. Ça veut dire que, bon, vu que le Bitcoin, on part du principe que ça ne sert à rien, voilà, on peut lui taper dessus, c'est pas forcément grave. Alors qu'en vrai, il y aurait peut-être d'autres problèmes bien plus graves qui seraient peut-être plus urgents à régler que juste le Bitcoin. Mais c'est une cible facile. Donc, tu vois, en Europe, ça devient un cadre impossible pour faire du minage de Bitcoin. C'est quasiment impossible aujourd'hui. Sans même parler du coût énergétique. Je ne parle même pas de ça, tu vois. C'est pour ça qu'ils se sont barrés aux États-Unis. Il y a l'énergie verte derrière aussi, hein, pas derrière tous les rigs, mais ils se tournent. Parce que ça produit un surplus qu'on n'est pas capable de stocker, donc c'est là où c'est intéressant. Je pense que c'est en partie ça, tu vois, c'est les barrages hydroélectriques et des trucs comme ça. Là, il y a beaucoup de surplus, et ben, voilà, on peut les foutre, même sur les centrales nucléaires, techniquement on pourrait, tu vois. Même si on peut les arrêter, ça ne s'arrête pas en un claquement de doigts, quoi. Mais en tout cas, ouais, ils s'adaptent au mieux. Après, ça a ses limites, tu vois. Ça a ses limites. Ils ont plutôt bien tenu, hein, je trouve, toute la crise qu'il y a eu en Chine. Franchement, le hash rate, il a fait que monter. Et même là, durant toute l'année 2022, tu sens qu'il y avait quand même des personnes qui avaient des reins solides parce que le hash rate a continué à monter. Donc même s'ils améliorent les rigs, je veux bien qu'ils arrivent à un petit peu optimiser la puissance de calcul par rapport à l'énergie consommée, mais quand même, tu vois, il n'y a pas eu… Donc ça veut quand même dire qu'il y a eu beaucoup de machines qui ont encore été branchées, malgré la crise qu'ont connue les mineurs en 2022, surtout ceux qui sont massivement endettés. Il y en a beaucoup qui avaient levé beaucoup de dettes parce que voilà, tout allait bien, etc. Et au final, quand c'est retombé, il a fallu payer les intérêts et les dettes. Et là, il a fallu juste capituler. Et tu t'es retrouvé avec une inondation de machines de minage. Et là, à mon avis, là, ceux qui ont les reins solides, ils ont pu acheter, brader les machines. Et voilà. Écoute, le malheur des uns fait le bonheur. C'est toujours comme ça. Là, pour le coup, ceux qui font des conneries, ils se font rincer. Donc moi, je pense que c'est ça qui impacte principalement leur comportement, parce que mine de rien, ils créent quand même beaucoup de Bitcoin chaque jour. Et ensuite, c'est psychologique. C'est psychologique dans la tête des gens aussi. On se dit, voilà, il y a moins d'inflation, c'est encore plus rare que l'or, etc. Il y a le phénomène de rareté aussi. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de Bitcoin qui ne bougent plus et qui ne bougeront plus, qu'il y en a très très peu qui sont créés. Et donc forcément, comme n'importe quel actif qui aujourd'hui est déflationniste, pour moi, je pense que le Bitcoin est plus… Enfin,
s'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera très très vite. Parce qu'on ne prend jamais en compte tout ce qui est perdu. Tu vois, mais, il y en a énormément. Il y en a une quantité astronomique. Qui sont perdus et de l'or, tu vas perdre une bague sur la plage, on pourra la retrouver. Mais le Bitcoin, si tu l'as envoyé sur une fausse adresse, enfin, si tu en as burn, c'est terminé. Mathématiquement, tu ne sais plus. Ouais, et c'est extrêmement difficile de savoir lesquels sont bloqués et lesquels sont holdés. Tu vois. En vrai, tu n'en as aucune idée. Bah après, on sait que bon, il y a des vieux portefeuilles, mais pas tant que ça. Hein, pas tant que ça, en vrai, on spécule, on dit bon, si ça bouge pas durant 5 ans, c'est peut-être perdu, tu vois. Il y a le million de Bitcoin de Monsieur Nakamoto aussi, qui je pense et je l'espère ne bougera jamais. À mon avis, c'est peu probable. Hein. Ce ne serait pas dans son intérêt ou dans leur intérêt s'ils sont encore sur Terre. Quoi. À mon avis, ça aurait déjà été fait. Hein. non, mais voilà, en tout cas, je pense que c'est plus tout ça en fait, tu vois, qui provoque ces phases-là que le halving en tant que tel, tu vois. Mais comme souvent, après, c'est toujours pareil. Enfin, tu vois, il faut pas juste dire c'est bon, il y a le halving, donc ça va monter. Bah non. Non, bien sûr. Mais ça, plus 2-3 éléments, ça peut nous donner une belle impulsion haussière moyen terme. Et aussi, s'il y a un narratif, tu vois. S'il y a quelque chose qui on a connu la phase 2017, c'est purement les ICO, hein, ça a été du grand n'importe quoi là. C'est chacun créait son ICO, pouvait créer son token, c'était une révolution, tu vois. On pouvait créer un token en un claquement de doigts et le vendre. Et ça, c'était impossible de le faire auparavant. Sans white paper, hein. Sans white paper, sans rien. Sans rien du tout, sans équipe anonyme et ça partait non, mais tu vois, dans des exchanges. Après, il y a eu la hype DeFi, bon, il y a eu la phase Covid qui a aussi aidé. Il y a eu la phase DeFi, la phase NFT et la phase métavers. Qui était très courte. Hein. Très courte. Ouais. Et à mon avis, ça va juste finir en gros flop. Moi, je pense que ça reviendra. Peut-être pas pour tout de suite, mais… Peut-être pas pour tout de suite. Il y a quand même du lourd derrière. Ouais, mais je me demande si c'est pas un peu trop précoce, tu vois. Tout n'est pas encore prêt pour qu'on aille dans cet univers. Je pense que ce qui est prêt aujourd'hui n'est pas suffisant pour vraiment créer une adoption en termes de facilité d'accès, même de graphisme, tu vois, de plein de choses. Il y a des technologies qui sont trop en avance, tu vois. Et je pense que les métavers, on le voit, hein, là, ils sont tous en train au final de reshifter. Hein. Même Meta, hein, pour l'instant. Non, moi honnêtement, je pense que cartonner, ça va cartonner, mais aujourd'hui, les projecteurs sont plus braqués sur les IA. Là, maintenant, c'est vraiment la vague mais IA. Tu vois, la vitesse à laquelle ça peut shifter. Hein. Ça va hyper vite, et en plus, comme il y a des IA derrière, ça va encore plus vite. Ouais, enfin, IA entre guillemets. Hein. Oui. Mais oui. Ça reviendra. Après, il y a eu beaucoup de technologies, bon, je ne vais pas toutes les citer, qui n'ont pas percé. Même dans le gaming et dans les jeux vidéo, on connaît Nintendo, Sega, mais il y a eu pas mal de consoles qui sont parties en flop. Ah oui, c'est vrai. Et qui étaient même beaucoup mieux au niveau graphisme. Mais qui n'ont pas pris. Moi, j'ai en l'occurrence la CDI Philips, pour ceux qui connaissent. Je ne connais pas. Tu vois, mais Philips, pourtant, Philips, c'est une marque. À la base, je ne sais pas si c'était pour les aspirateurs ou les télévisions, il faudra regarder sur Wikipédia. Mais elle n'a pas du tout marché. Moi-même, j'en ai une en collection à la maison. Je ne sais pas jouer, je ne comprends rien. C'est pas amusant, quoi. Enfin, y a même un Zelda qui était sorti sur un faux Zelda, un fake Zelda. Pourtant, elle était déjà en 64 bits, je pense, ou 128, comme la PS2. Enfin, c'est un truc. Il y en a eu après, parfois, il suffit d'un jeu. Hein. Oui, c'est pour ça que Nintendo a beaucoup joué sur le Only Nintendo, comme pour Metroid, Zelda, Mario. On ne peut pas trouver du Mario sur Xbox, c'est vraiment très protégé. Les exclus. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Nintendo a une communauté bien à part que Xbox, PC. D'ailleurs, ils ne se marchent pas dans les pieds, parce qu'ils ont leur Mario, ils ont leur jeu. C'est des jeux très différents. Et tu achètes la Nintendo pour jouer à Mario. Parce que tous les jeux, par exemple, Tomb Raider que j'adore, tu veux jouer à Tomb Raider, tu peux jouer sur Xbox, sur PC, sur PlayStation, tu choisis ta console, quoi. Et pour en revenir au trading, est-ce que tu pratiques… Alors, je suis emballé de te poser cette question-là parce que j'imagine déjà la réponse. Est-ce que tu pratiques le DCA? Non. Je l'ai pratiqué. Tu l'as pratiqué, c'est… Sans complexe à le dire. Après,
le DCA, c'est une stratégie toute bête, toute conne, mais qui, je reste persuadé, fait mieux que la moyenne des gens. Maintenant, son gros problème, c'est que tu fais qu'acheter. Non, mais DCA à l'achat et à la vente, je parle. Hein. Enfin, stratégie. Ouais, mais à la vente, c'est difficile. Parce que tu vends comment? Enfin, tu vois, c'est facile d'acheter, mais tu vends à partir de quand? Non, mais dans ton plan de trading, tu prévois d'acheter selon la tendance, par exemple, du Bitcoin quand on a pété le support des 30K. Je donne un exemple. Hein. N'allez pas plus loin que l'exemple. Tiens, je vais en acheter à 25 si tombe à 25 et pourquoi pas 20 et pourquoi pas 15. Donc, c'est vraiment un exemple. Et ensuite, je vendrai à partir de 35, 45 et 55. Ouais, petit plan à la con, mais pour illustrer un peu. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur les niveaux, quoi. C'est ça le problème. Mais surtout à la hausse, quoi. Parce que le problème, c'est qu'à la hausse, en vrai, il n'y a pas de limite, tu vois. Là aussi, toi, tu as acheté, je veux dire, à 25, 20 et 15. Après, il monte à 100, 200, 1 million. Toi, tu as vendu à 55. Tu es heureux. En fait, ton plan, il a été activé. Ouais, tu n'as pas de regret. Si ça te convient, ouais. En fait, il faut être à l'aise avec ce qu'on fait, tu vois. C'est toujours pareil. Si ça te convient et qu'après, tu ne seras pas en mode FOMO, gros regret, je rentre à 100K parce que ça va aller chercher les 200, là, c'est OK. Mais le plus gros risque, c'est ça. C'est sortir trop tôt aussi. Ça peut être dur à gérer psychologiquement parce que tu vois tous les autres qui vont te narguer parce qu'eux, ils font du hold pur et dur. Ils vont te dire, moi, je fais que gagner de l'argent. Et toi, tu étais sorti. Et tu vois, psychologiquement, en général, tu étais toujours entraîné par la foule, tu vois. Donc, si psychologiquement tout est clair, oui, en vrai, tu peux très bien te contenter de certains niveaux. Après, bien sûr que vendre au moins en partie sur des niveaux qui sont plutôt évidents, même avant de casser un ATH, oui, ça peut être une bonne idée, quoi. En plus, on sait très bien que voilà, quand le Bitcoin part en bear market, c'est pas pour perdre 5-10%. Donc, les niveaux auxquels tu as vendu toi, tu vas les retrouver dans le bear market. Facilement. Ah oui, clairement. Tu vas les retrouver. Donc, oui, non, mais normalement, si tu es patient, sauf si tu as vendu trop tôt, tu vois. Cool, mais voilà. bon, c'est sûr que si tu avais vendu tous tes bitcoins à 20 000 $, bon, c'est un peu con, tu vois. Ouais. C'est pour ça, il faut. Après... En 2017, là, non. Non, je te parle en 2020. Mais ça aurait pu se tenter, tu vois. Le mec, il achète à 6 000, très bon niveau d'achat. Ouais. À 20 000, il vend parce qu'il se dit c'est l'ATH, c'est de résistance. Donc, why not? Ça se vend, je suis d'accord. Mais ça ne se vend pas à 100%. L'exemple, il est bon, mais en même temps, il a acheté du Bitcoin à 6, il l'a vendu à 20. S'il a mis de l'argent de manière importante, waouh! Même si après il est monté à 68. Ouais, mais tu gardes au moins 10-15% investi. Ok. Tu vois, il ne faut pas tout sortir. Ouais, tu vends pas tout, mais voilà, après on est descendu sous les 20K, il a pu très bien se repositionner, sachant qu'il Là, c'était un peu plus chaud, mais oui, c'est possible. Ok. Là, c'est possible. Mais après, en fait, moi, en vrai, je dis toujours peu importe. Il faut appliquer la strat avec laquelle on est à l'aise. Et c'est ça, en fait, qui compte le plus. Parce que c'est ça, en fait, le plus important. Dès que tu es à l'aise avec ta stratégie, tu pourras l'appliquer tranquillement. Et normalement, tu ne seras pas toujours tenté à faire autre chose. Parce que techniquement, tu es à l'aise avec ce que tu fais, tu vois. Mais c'est vrai que moi, c'est plus trop mon style, en tout cas, de faire du DCA. c'est le chemin d'évolution. Sur les cryptos. Si tu en as fait, que tu en fais plus, c'est que tu as tes raisons. Et si tu restes rentable, ce sont des bonnes raisons. Ouais. Et je pense que tu en as parlé sur ta chaîne YouTube. Tu m'avais dit que tu parlerais justement du DCA. Est-ce que c'est le cas? Toi, tu l'as fait il y a, je pense, non? Non. Tu n'en as pas parlé? Tu m'as dit, je vais parler du DCA. Je me trompe. T'es sûr que c'était moi? Je me trompe peut-être. Ah, tu vois trop de gens maintenant. Maurice, ça va vite. Hein. Je suis pas sûr que c'est. Non, je pense pas que ce soit moi. YouTubeurs. Non, c'était le buy and hold. Oui, j'ai fait une vidéo sur le buy and hold. Tu m'as dit, je vais parler du buy and hold, je confonds. Okay. Ouais, mais je l'ai faite. Ça, bon, c'est pas la même chose. J'explique que c'est bien d'acheter, mais le problème, c'est que sur des actifs qui sont aussi volatiles et spéculatifs. Sur le Bitcoin, on est OK que le buy and hold. Ouais, mais le problème, c'est qu'on n'achète pas que du Bitcoin, quoi. Et surtout, c'est à quelle proportion? Oui, si on met 10% de son patrimoine sur du Bitcoin en hold, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais si on met 50, c'est pas le même délire, tu vois. C'est beaucoup. Et encore, dans la réalité, quand tu mets 50 dans les cryptos, c'est pas que Bitcoin. Hein. En général, c'est
peut-être Ether, allez, ça va. Et Après, il y a les et exotiques. et les plus exotiques qui auront peut-être disparu dans 5 ans et sur lesquels tu vas te prendre des grosses gamelles, tu vois. Donc c'est ça, on va dire, le plus gros du problème. C'est que oui, ok, sur du Bitcoin et de l'Ether, ça passe. Tant que c'est géré et que dans son patrimoine, ça ne représente pas une quantité trop importante, bien sûr que ça peut se faire. Et même aujourd'hui, on peut foutre l'Ether en staking. Tu vas générer 5-6% en plus d'Ether sans prise de risque particulier. C'est uniquement parce que maintenant, c'est du proof of stake. Et ça, oui, ça sur du long terme, parce que tu crois en la tech, etc., là, il n'y a pas de souci. Mais c'est parce que tu crois en la tech et c'est pas pour… et tu n'es pas juste là d'un point de vue spéculatif, tu vois. Tu sais que tu es sur un truc qui peut vraiment vachement évoluer dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que si c'est que pour le pognon, en vrai, tu ne seras pas capable d'une part de vraiment holder et tu seras… auras besoin d'argent. Et en général, tu vas être cupide, donc tu vas aller chercher autre chose. Tu vas aller chercher du Doge, du Shiba ou n'importe quel alt du top 300 ou 400 parce que tu veux gagner de l'argent vite, tu vois. En général, c'est plus ça que les gens sont amenés à faire, tu vois. Pas faux, pas faux. Mais ceux qui prennent du Bitcoin et qui le hold, bien sûr. Mais après, je dis quand même qu'il y a quand même mieux à faire. Je préfère hold du Bitcoin qu'une Ouais. monnaie fiat. Surtout la lira turque. Ah oui, bah après, ça dépend laquelle, j'ai envie Là, de te j'ai cité dire. un extrême, même l'euro. Mais tu as Je raison. préfère mieux, D'une certaine manière, oui. holder du Bitcoin que de l'euro, voire Mais même du déjà, dollar. avoir de la devise en tant que telle, il faut faire attention. Alors après, moi, je trouve que le franc suisse est plutôt une bonne devise, par exemple. Mais sinon, il faut des actifs, quoi. Il ne faut pas avoir trop de devises. Ça sert à rien, en fait. Mais les devises, depuis toujours, face aux grandes entreprises, font que perdre de la valeur. Ouais. Tout est haussier, pour tout ce qui est costaud, je veux dire, ça fait que monter. Il y a toujours des gros retracements, des bear markets aussi, pour les marchés financiers, mais c'est ascendant. Beaucoup moins. Et pour moi, faire du hold pur et dur sur les marchés traditionnels, ça a beaucoup plus de sens. Et c'est ce que moi je fais, tu vois, pour le coup. Mais après, attention, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand tu fais pas du hold, c'est un métier. Et ça demande énormément de temps pour être capable de gérer de manière un peu active son portefeuille, tu vois. Rentrer sur des bons niveaux, etc. Et ça, c'est vrai que ça, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est ça qu'il vaut mieux parfois ne rien faire, juste faire son petit hold tranquillement, que vouloir se la jouer à faire du market timing et faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça, en fait, moi je donne mon avis, tu vois. Moi, moi je passe ma vie à faire ça, tu vois. Je passe ma vie à être devant les graphes, à être sur le marché crypto, et c'est pour ça que j'estime que je suis assez bien en mesure d'à peu près correctement le timer, même si parfois tu te fais avoir, tu vois. Il y a des mouvements, forcément, on va se faire avoir, tu vois. Mais on arrive quand même sur la moyenne à faire mieux. Tu es rentable. Mais ça demande du temps. C'est énormément de temps, tu vois. Et si tu fais ça sur les cryptos, c'est impossible de le faire en plus sur les autres marchés, tu vois. Sinon, t'as pas de vie, quoi. Ça demande beaucoup de temps, mais aussi beaucoup de remises en question. On a beau avoir aujourd'hui un plan, ce plan il évolue. En fait, il évolue. Et on doit s'adapter aussi aux nouvelles du marché. Et le plan qu'on avait, d'ailleurs tu l'as dit, tu pratiquais du DC avant, aujourd'hui tu n'en pratiques plus parce que ton plan il a changé. Comment on tradait en 2017-2018, ça a bien changé. Et d'ici quelques années, ça va être encore différent parce qu'on va continuer, on va toujours évoluer pour rester rentable. Le but, c'est ça, c'est d'être rentable à l'année, au trimestre, ou voire mensuellement. Moi aussi, ça m'arrive de perdre des trades, mais bien sûr que ça m'arrive. Après, quand je perds de l'argent, je l'assume parce que c'était mon plan, j'ai perdu. Et ce qui compte, c'est de se dire, sur la semaine, finalement, je suis gagnant, ou même si je suis perdant sur la semaine, ça arrive, sur le mois, je suis gagnant, je suis rentable. Je gagne de l'argent dans un marché où c'est difficile, parce que tout le monde pense que c'est facile de gagner de l'argent dans le marché des cryptos, ou dans les marchés classiques, mais c'est hyper difficile. Et ce qui est le plus dangereux, c'est quand tu en gagnes sans comprendre pourquoi tu en as gagné. Parce que tu as suivi une recommandation et c'est là que tu te sens fort et c'est là que ça devient très très dangereux. Ouais, dans les phases de bull market, c'est sûr que c'est plus facile, ça c'est clair. Mais dès que les choses commencent un petit peu à se casser la gueule et que tous les acteurs un petit peu noobs, ils sont plus là, forcément ça devient un peu plus compliqué parce que moi c'est ce que j'appelle l'intelligence collective, tu vois. Dans une phase de bull market,
l'intelligence collective, elle est plutôt basse parce que c'est inondé de mecs qui sont là par cupidité, parce qu'il y a du pognon à se faire, etc. Mais ils n'y connaissent pas grand-chose. Mais maintenant, là, après une année de bear market, ces mecs ne sont plus là. Hein. Ils sont plus là. Donc là, tu n'as que des personnes qui ont réussi à tenir la phase de bear market. Donc techniquement, qui ne sont pas trop mauvais, tu vois. Et surtout s'ils ont encore du capital. Et donc là, forcément, c'est beaucoup plus dur. Il y a beaucoup plus de manipulation, de faux signaux, de mèches qui viennent chercher les stops et toutes ces conneries. Alors qu'en bull market, tu casses une résistance et boum, ça part, tu vois. J'en ai vu râler parce qu'ils avaient fait qu'un petit x2 sur une crypto. Je n'ai fait que x2. x2, c'est immense x2. Gagner 2 ou 3% dans un trade, c'est déjà colossal. Et j'en ai vu en bull market x2. Non, je disais un x10. Parce que tu perds, encore une fois, tu perds toute notion de. T'es sur un nuage, quoi, tu vois. T'es sur un nuage et tu crois que c'est normal. Alors qu'en fait, c'est juste passager et ça va pas durer longtemps. Et ça, on ne le voit plus, effectivement, aujourd'hui. Ah non, là c'est fini. Là. Ça fait du bien. Et en intro, tu as parlé d'une formation que tu proposais à ta communauté. En plus de cela, je veux dire, est-ce que tu as d'autres business dans la crypto ouais, j'ai aussi. Trader court terme, moyen terme. Non, moi je fais pas du court terme. Moi, clairement, je me considère pas du tout comme un trader de court terme. De toute façon, c'est pas ce que je fais et j'aime pas ça. Honnêtement, c'est pas mon délire. En fait, après, c'est toujours pareil. Tout dépend de ses objectifs, tu vois. Moi, j'ai quand même fait plusieurs business justement pour avoir des sources de revenus différentes et pour me permettre de pouvoir faire beaucoup plus du swing, vraiment du swing long terme. Ça veut dire que parfois, ouais, je ne gagne pas d'argent durant un an sur le marché crypto, tu vois. Mais ça ne me dérange pas. Moi, je suis prêt à attendre. Tu vois, je suis prêt à attendre. On gagne beaucoup. Mais après, par contre, un an. Mais après, par contre, voilà, je suis quand même diversifié. Bon, après, j'ai aussi fait gaffe à bien gérer le pognon pour qu'il soit correctement placé. Et qu'en vrai, voilà, de toujours avoir du cash et d'être en situation financière confortable, parce que ça c'est également important. Jamais être sous pression financièrement. Même si on se tape un gros bear market qui dure 3 ans, c'est là où ça fera la différence, quoi. Si tu n'as pas trop de dépenses, tu n'as pas un niveau de vie de dingue et tout, en vrai, tu peux tenir, quoi. Tu vois, si tu n'as pas été trop con, tu as mis un peu d'argent de côté, le reste il est placé, mais il n'est pas placé sur des trucs trop volatiles non plus à chaque fois. Ce que tu veux dire, c'est que si tu n'as plus de marché haussier ou plus de trades gagnants pendant 3 ans, tu as une visibilité financière de plusieurs années qui peut vraiment t'assurer que tu veux te prendre une année sabbatique, tu la prends. Ouais, bien sûr. Okay. Et ensuite, j'ai développé d'autres business. Il y a la partie donc de formation que j'ai toujours faite, mais que j'ai jamais très développée, en toute honnêteté. Moi, je suis toujours resté plutôt petit, parce que je n'avais pas pour ambition de faire que ça, tu vois. J'aime au final faire du swing et de gagner de l'argent grâce aux crypto-monnaies directement. La partie plus entrepreneuriale aussi, elle n'est pas trop mal, mais j'en ferai pas uniquement mon activité. Donc c'est pour ça que je ne l'ai jamais vraiment développé, parce que je voulais pas trop que ça me prenne trop de temps et que ça me suffisait également largement, qu'on ne se le cache pas. Ça peut aussi très bien rapporter, honnêtement, ça rapporte, en vrai, rien que cette activité-là, ça rapporte bien plus que n'importe quel salaire de n'importe quel métier, littéralement. Donc ça, plus également, j'ai une boîte que j'ai fait avec un associé que tu connais qui vient à Maurice, qui lui est beaucoup plus trader pour le coup, où on gère des portefeuilles, de crypto-actifs directement, très souvent de personnes qu'on connaît de près ou de loin. C'est pas encore vraiment ouvert au grand public, même si bon, on peut, de fil en aiguille, on peut quand même accepter, tu vois, mais bon, bref. Ça c'était vraiment un défi. C'était un challenge qui était loin d'être simple, en toute transparence. C'est loin d'être simple au final. Déjà, d'une, il y a le cadre légal qui est très compliqué, parce que là, tout de suite, dès qu'on gère plus son propre pognon, il y a tout un enjeu qui est différent. D'un point de vue légal, c'est très compliqué en plus dans les crypto-monnaies. Mais même dans la gestion, ne pas gérer son argent, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pourrait croire. Avoir la responsabilité des fonds, en fait, c'est sous forme d'API? Non.
techniquement. Ah, c'est les fonds qui Ouais, sont ouais. déposés, ok. Ouais, ouais. C'est pas. D'accord. Donc c'est une Bon, responsabilité. c'est une responsabilité encore plus importante. Tu vois, et quand tu as eu ouais. des événements comme FTX, Oui, tu as des DPEG de stablecoin, etc. il y a une responsabilité derrière. Il faut naviguer là-dedans et c'est sûr que ça, voilà. En tout cas, nous, on s'en est plutôt bien sortis, mais voilà. Il faut être c'est- clair dans le contrat avec tes clients. Ouais, bon, ça pas c'est de clair, souci. mais le problème, c'est qu'en général, tu sais, dans les cryptos, les gens, ils sont toujours là à dire moi, j'ai pas peur de la volatilité, moi, j'accepte les risques. Jusqu'au moment Et le jour où il perd la moitié de son capital, il vient pleurer, tu vois. Donc, c'est aussi un peu ça le problème, quoi. Donc, mais ça, en tout cas, c'est un challenge qu'on continue encore à développer. Et normalement, bientôt, c'est prévu qu'on sorte un, un produit financier D'accord. qui permettra de s'exposer à cette stratégie-là. Et il y a un site vitrine où on passe directement. Non, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Pour l'instant, c'est voilà, c'est les connaissances, etc. Mais par contre, on est en train de préparer justement Quelque chose de plus. un truc qu'on pourra, qu'on va dire, commercialiser et dans lequel n'importe qui pourra rentrer, que ce soit du retail, du pro, etc. C'est une sorte de certificat, grosso modo. Mais ce qui est bien, c'est que c'est dans le monde traditionnel, encadré, avec toute la réglementation. Et là, ce sera en Europe. Et là, n'importe qui pourrait investir, quoi. Mais ça a un coût. Ça a clairement des coûts qui sont très élevés. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas, enfin en tout cas le faire comme ça dès le début, je pense que c'est pas une bonne idée parce que ça coûte cher, quoi. Bravo, parce que je sais que c'est le parcours du combattant, parce que j'ai parlé avec plusieurs porteurs de projets. On m'a proposé aussi de travailler pour des fonds d'investissement, un au Canada et un au Luxembourg. Et je sais que c'est pas évident du tout. Donc rien que pour ça, félicitations. Tu passes ton temps Faut vraiment à naviguer pour essayer de trouver le cadre légal. Et ce qui est assez ironique pour le coup, c'est que pour tout ce qui touche, alors c'est pas vraiment des fonds, hein, parce qu'en vrai des vrais fonds crypto, en fait, il n'en existe pas, hein. C'est-à-dire que des vraies licences de fonds, c'est pas ça qui existe aujourd'hui. C'est des équivalents, grosso modo. Alors, il y a quelques fonds qui commencent un petit peu à apparaître en réalité, mais pour l'instant, les licences elles ont quand même du mal à sortir. Mais ce qui existe aujourd'hui, c'est plus des certificats, grosso modo, ce qu'on appelle un AMC. C'est certificat activement géré. On en retrouve en Suisse notamment, et on en retrouve dans les pays comme le Luxembourg ou le Liechtenstein pour s'exposer au marché européen. Et c'est ça qui est aujourd'hui le plus utilisé par les family office ou n'importe quel fonds qui veut offrir une stratégie à leurs clients. Et tu as un code ISIN, tu peux directement investir en passant par ton broker, tu vois. Donc c'est même beaucoup plus facile et beaucoup plus flexible qu'un fonds classique, parce que le fonds classique, c'est relou, quoi. Il faut faire un KYC, c'est 100 cas minimum. Tu as tout un tas de règles. Enfin bref, c'est pas forcément le produit en tout cas le plus à s'adapter au marché crypto, quoi. Parce que, voilà. Ok, ben, je tiens à préciser, hein, j'en profite tant que j'y pense qu'il n'y a pas de placement de produit, hein. Je connais très bien. La seule chose que j'ai eue, ben, c'est mon petit verre d'eau. Voilà. Merci. Ou sinon, bon, on va terminer avec l'investissement de manière générale, hors crypto. Ben, tu en as parlé un peu, hein, donc peut-être que tu vas te répéter, mais en dehors des cryptos, ouais, tout à l'heure tu as dit tout ce qui est obligations, monnaie fiduciaire, marché action. Est-ce qu'il y a encore d'autres secteurs Ah, le vin, tiens, j'ai foutu une cartouche dans le vin, le là, vin il n'y a pas très longtemps. Ouais. Ok, le vin. Vin d'investissement. Vin d'investissement, Ouais, d'accord. Ok. Première cartouche pour tester. Moi, c'est toujours pareil. En France ou... Non, c'est une boîte française, mais les vins sont en Suisse. Ils sont au Port-Franc de Genève. La Suisse. On a... Vive la Suisse. C'est plus pour échapper à la TVA, mais ouais. Mais oui, effectivement, en fait, moi, j'ai toujours pour habitude de tester des choses qui me paraissent intéressantes au premier abord. Pour moi, c'est juste une diversification de cash. Par exemple, le vin, je ne m'attends pas à gagner beaucoup d'argent là-dessus. Mais si on peut gratter 3-4%, voire 5% de rendement, et ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement déconnecté du système financier. Carrément. Moi, c'est ça qui m'intéresse parce que, en fait, sinon, tu te mets sur un banc du trésor américain et basta. J'ai envie de te dire, tu te fais pas chier. Mais en réalité, on sait très bien que les choses peuvent toujours mal tourner, que ce soit au niveau des devises, au niveau des États. Et je me dis, au moins, ce type d'actif,
bah, tout peut s'effondrer demain, il sera toujours là, quoi, tu vois. C'est un actif tangible du même style que l'or, tu vois. Moi, j'ai un peu tout en or, tu vois. J'ai des ETF et j'ai de l'or physique. Mais bon, j'ai pas beaucoup d'or physique, tu vois. T'en as mis où? Derrière le catch, ouais. Ah, peut-être. Mais voilà, après, ça, c'est juste une question de principe, tu vois. En vrai, ça sert à rien. Parce que dans la plupart des cas, je me dis qu'il y a 99% de chances pour que jamais je m'en serve, tu vois. Mais bon, si jamais, ben, au moins, voilà, j'ai quelques Napoléons qui traînent. Bon, j'ai pas de lingots, pour moi, ça sert à rien, tu vois. Des lingots, ça coûte beaucoup trop cher, c'est pas liquide. Moins liquide, ouais, c'est moins liquide qu'une pièce. Au moins une pièce. Il y a les petits lingonets aussi. Ouais, mais au moins le Napoléon, voilà, c'est un truc facile à vendre. Je crois que ça vaut 300 balles. C'est quand même beaucoup plus facile à vendre qu'un même un lingotin ou un lingot. Dans John Wick, ça va vite hein, quand il rentre. Je sais pas si tu as vu le film. Non. Non, il a des pièces en or. C'est avec ça qu'il paye. Après, c'est vrai que si tu vas avoir des centaines de milliers d'euros en or, c'est un peu contraignant, c'est un peu lourd. Mais moi, je ne recommande pas d'en avoir autant. Franchement, ça ne sert à rien. Pour moi, c'est juste une assurance en cas d'effondrement, tu vois. Oui, là, c'est vraiment l'apocalypse. Mais voilà, tu dois sortir ton or pour aller chercher. Mais je ne fais pas partie des personnes qui pensent que ça arrivera. Donc, j'en ai un petit peu par principe. Mais sinon, j'ai plus d'ETF or, le fameux trust, le SPDR Gold Trust. Voilà, le plus gros ETF Gold pour le coup. Et après, j'en ai également un autre. Bon, j'ai plus en tête. Je crois que c'est un de chez Wisdom Tree. Mais bref, voilà. Après, bon, l'or, de toute façon, il est soit en Suisse ou soit à Londres. Grosso modo, mais ça reste des ETF qui sont backés par de l'or physique. On ne parle pas là d'autres types de produits sur lesquels soit il n'y a pas d'or physique ou il n'y a pas que de l'or physique, quoi. Mais voilà, pour moi, c'est ce principe-là. Les obligations, pareil, que des obligations américaines pour le coup. Et d'État, bien évidemment. Pour moi, j'ai pas trop de sens à prendre plus de risques, même si on pourrait, en vrai, tu peux prendre des obligations d'entreprise. Enfin, si tu as de la dette, par exemple, de LVMH, Google, Meta, etc., en vrai, c'est pas demain la veille qui vont faire un défaut de paiement, tu vois. Après, je vais pas du tout sur tout ce qui touche au high yield, etc., sur les junk bonds et tout ce qui touche à des trucs plus risqués. Pareil pour les États, mais c'est pour ça que je touche pas à l'Europe. Surtout pas acheter de la dette ni française ni italienne. Pourquoi pas de la dette allemande, mais le problème de l'Allemagne, c'est que j'ai peur que l'Allemagne soit entraînée par les pays qu'il y a autour, tu vois. Donc, ça botte les bons élèves. Non, franchement. Ça reste risqué. Hein. Par contre, j'ai quand même aussi un peu de dette en livres. Ok. Donc, du Royaume-Uni. Parce que maintenant ils sont indépendants, donc même si ça va un peu être difficile d'un point de vue économique, je pense qu'ils devraient quand même s'en sortir. Et aussi un petit peu de la dette chinoise, mais pas beaucoup. Après, c'est difficile d'accès. Et bon, je ne suis pas non plus un grand fan de la Chine, mais bon, quand même, tu vois, juste un petit peu de diversification là-dessus. Et après, ouais, action ETF. Il faut prendre que des ETF en fait, parce que, enfin, ou quasiment que des ETF. À dividende ou les deux? Non, en fait, le gros problème, surtout pour nous à Maurice, c'est que quand tu te fais distribuer tes dividendes, tu as un prélèvement à la source qui est toujours réalisé par l'État en question. Si tu as une action Meta, l'État américain, il récupère 30% sur les dividendes qui vont être distribués. Donc, c'est quand même beaucoup, 30%. Mais par contre, si tu prends un ETF qui est basé en Irlande, comme la plupart des ETF, étrangement, il y a des contrats, qui ont été passés avec les Américains, et donc là, ça baisse à 15%. Et vu que c'est réinvesti automatiquement, le fait que toi tu sois mauricien ou pas, ça ne fait aucune différence. Donc ça va réinvestir les dividendes en ayant uniquement eu un prélèvement de hauteur de 15% et non pas 30%. Ça c'est très important je pense sur des ETF ou des actions qui vont verser des gros dividendes. En l'occurrence par exemple l'immobilier. Si tu as des REITs par exemple ou des foncières, ça verse toujours des gros dividendes, tu vois 3, 4, 5%. Bon, si l'État il prend 30% sur des 5% de rendement, ça fait un peu chier quoi. Si on peut le baisser à 15, en tout cas, ça reste mieux, tu vois. Et ça, on peut le faire grâce aux ETF. Il faut prendre un ETF européen qui sont tous en Irlande ou alors ils sont en Luxembourg, tu vois, grosso modo. Donc moi, j'ai principalement ça. Après, j'ai également d'autres ETF
américains, mais qui ne versent pas beaucoup de dividendes. ETF orienté quoi? Immobilier Ouais, j'ai une REITs. Alors, le gros problème des ETF européens, c'est qu'ils sont très mal exposés au marché immobilier. En tout cas, le marché que moi j'ai envie de m'exposer. Donc, plus en Amérique. Ouais, là j'ai plus des ETF de type Vanguard classique. Ils sont excellents. Ils coûtent que dalle. Mais bon, tu payes un peu plus d'impôts, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Donc, immobilier REITs, moi je suis très vers tout ce qui est défensif en fait. Ça veut dire la consommation non cyclique. La santé. Énergie alors? Non, pas énergie. Pas non. énergie Non, énergie c'est beaucoup plus spéculatif. Hein. C'est beaucoup plus spéculatif pour le coup. Parce que ça monte beaucoup quand les cours sont hauts, hein, quand le pétrole est haut, etc. Et les pétrolières c'est pareil. Mais ça se fait aussi déglinguer dès qu'on passe dans des phases plus de récession où les prix vont baisser, où la demande va baisser, etc. Donc c'est quand même plus cyclique. Moi, c'est pas trop mon délire. Hein. Et après, comme ETF, moi j'aime bien des ETF par exemple qui vont suivre des indices comme le MOT de Morningstar. C'est des indices un petit peu qui vont essayer de s'exposer sur les actions qui ont on va dire, par exemple, pour simplifier, un risk-reward le plus intéressant. Donc très souvent, tu vas retrouver par exemple du méta, tu vois. Du méta, tu vas le retrouver dedans. Et de manière plutôt bien pondérée. Et je trouve qu'il performe très très bien. Donc je vous invite à regarder sur le site de Morningstar, ils ont plein pour le coup d'indices. Celui-là il s'appelle le MOT, M-O-A-T. Et il est plutôt pas mal. Ou sinon plus classique, hein, tu prends le MSCI World ou le S&P 500. Oui. Voilà. Mais, j'ai le graphique en tête tellement que je le connais. Et ça fera que monter parce que ce sont des indices. Donc ça veut dire que les boîtes pourries vont sortir de l'indice. Les bonnes boîtes vont rentrer dedans et ça ne peut faire que monter en fait, tu vois. Alors oui, il y aura de la volate, mais tant qu'on vit dans l'économie dans laquelle on vit aujourd'hui, ça va monter. Ça va monter. Et très souvent, les gens en fait, il y a des personnes qui me disent mais c'est pas possible que ça fasse que monter. Et en fait, ils ont oublié que c'est un indice. Je crois que parfois ils pensent que c'est une action, tu vois. Ah ouais, non, c'est un indice. Donc les bonnes. Quand on voit un graphique, on a l'impression que c'est baqué à quelque chose d'unique, mais non, le SP500, il n'est pas juste une entreprise derrière. Et par contre, voilà, ce qu'il faut, c'est pas être chauvin. Il faut pas. En tout cas, moi, je trouve que c'est dommage d'être trop exposé sur le marché français et européen qui rapporte rien. Parce que tu prends le S&P 500. Si en short, ça rapporte. Non, mais tu vois, le S&P 500, c'est pas comme si tu étais dépendant de l'économie américaine. Tu as des boîtes qui sont partout. Qui sont américaines, donc en plus qui sont défendues par les États-Unis, chose que ne fait pas l'Europe. Merci Alex d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. On a bien échangé sur le marché des cryptos, mais pas que. Ce fut vraiment un plaisir. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas encore fait. La newsletter qui est gratuite et après vous regardez plus loin. J'ai besoin d'un deuxième verre d'eau. Hein. Voilà Alex, écoute, je te laisse. Merci. Non, mais merci à toi en tout cas de l'invitation et puis écoute avec plaisir en tout cas, hein. C'est un plaisir. Yes. En tout cas, bon, mais merci d'avoir regardé la vidéo. Tu l'as même pas dit, mais normalement il faut mettre un petit pouce. Hein. Le petit pouce, effectivement, ça va nous aider à être référencés et puis ça fait plaisir. Ça fait plaisir surtout, quand tu vas dans le tableau de bord et que tu vois des likes. Surtout. Tu te dis, voilà, tu as fait du bon travail, le contenu que tu as partagé était pertinent, ça a plu et voilà, n'oubliez pas le petit pouce. Ciao, Allez, ciao. Bye bye.